je suis ravi que le docteur Minaev ait fait le voyage, e-voyage depuis Moscou. J'ai eu la chance, on a eu la chance de se rencontrer l'an dernier et on devait se rencontrer à nouveau et il avait promis de venir à Paris. Il est là aujourd'hui et j'en suis ravi. Le docteur Minaev est expert près de la cour d'appel à Moscou. C'est un grand spécialiste des traitements précoces. Il a fait sa thèse justement sur les traitements précoces, mais je crois que c'est surtout quelqu'un de très innovant et qui va nous parler d'une méthode de quantification des dysfonctions. Donc, je vais dire là encore l'apport de la technologie et ce que la technologie peut permettre de comprendre dans les neurosciences. Enfin, je veux dire, on est en plein dans le progrès et donc, docteur Minaev, je suis ravi de vous entendre. En plus, je vous remercie pour votre français qui va sans doute époustoufler tous nos auditeurs. Donc, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, je m'appelle Sergei Minaev et je suis très heureux de vous saluer. Donc, je veux partager avec vous ma présentation dont le nom vous voyez à l'écran. On commence par des adultes et après nous passerons rapidement aux enfants. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter et de vous dire qui je suis et ce que je fais. Je suis diplômé de l'Université médicale de Moscou en 2002, puis j'ai soutenu également ma thèse. Au cours de cette période, j'ai été membre de l'équipe d'experts auprès de la Commission de Moscou qui était chargée de l'évaluation des traitements prothétiques. Le but de la commission était de résoudre tous les conflits entre médecins et patients. Dans les cas où le patient n'est pas satisfait du traitement et demande une évaluation neutre avant de déposer une plainte auprès du tribunal. Cette diapositive montre un nombre croissant de requêtes dans cette période. Ce nombre est passé de 1000 à 2000,5. Le pourcentage de patients souffrant de malocclusion et de destruction de l'ATM a augmenté de façon spectaculaire. Le nombre de plaintes pour malocclusion est passé de 12 à 300%. Et le nombre de cas de dysfonction temporomandibulaire est passé de 20 à 56% au cours de cette période. Cette statistique alarmante nous a fait étudier la dysfonction temporomandibulaire. Travailler avec des données précises obtenues sur un équipement spécial permet aux cliniciens de découvrir les raisons de dysfonction de l'ATM et de gérer les traitements avec un risque plus faible et une prévisibilité élevée. L'analyse des problèmes et la collecte des faits permettent aux cliniciens de confirmer telle ou telle opinion en utilisant les résultats des mesures, car de simples opinions sans fait prouvé n'ont aucune force juridique. Nous avons travaillé avec de différents équipements. Par exemple, avec Freecoder BlueFox, appareil d'enregistrement optoélectronique pour capturer les mouvements de la mâchoire du patient. Les graphiques montrent comment nous avons testé les produits de la société américaine Myotronics qui nous permettent d'enregistrer les mouvements de la mandibule et de fournir une relaxation musculaire par stimulation électrique. Le système allemand DIR est basé sur une méthode classique d'enregistrement intraoral dynamique de l'arc gothique. L'avantage est que l'enregistrement est effectué avec une pression de mastication contrôlée. En
Utilisant cette gamme d'équipements techniques, nous avons décidé de nous concentrer sur la relation entre le dysfonctionnement de l'ATM et le reste de ce système musculo-squelettique. La collecte de données sur l'ensemble du système musculo-squelettique n'est pas facile. Grâce à la société Zebris, nous avons pu observer de minuscules changements qui démontrent cette relation. Et maintenant, laissez-moi expliquer la corrélation entre dysfonction temporomandibulaire et le rachis cervical. L'examen de la colonne cervicale consiste à déterminer l'amplitude de mouvement sur 3 axes différents, X, Y, Z. Flexion, rotation, flexion latérale. Un équipement spécial permet au praticien d'analyser la qualité et la quantité de son mouvement. L'articulation temporomandibulaire et connexion paire. On observe le nombre de mouvements pour le côté gauche et pour le côté droit. Une différence de plus de 1 mm entre les côtés droit et gauche peut indiquer un problème de ATM. Surtout si elle est complétée par différentes valeurs d'angle lors des mouvements latéraux de la mandibule. Par exemple, quand la mandibule glisse à droite, l'angle est de 45 degrés. Lorsque la mandibule se déplace vers la droite, l'angle est de 25 degrés. La différence entre le côté droit et le côté gauche peut également être trouvée lors de la démiographie pendant la compression maximale. Selon certaines opinions et selon nos observations, lorsque l'un des deux côtés, gauche ou droit, montre des valeurs plus faibles, la surcharge de la structure ATM correspondante peut être détectée. La qualité différente de rotation du côté problématique révèle la relation entre la dysfonction temporomandibulaire et la fonction de la colonne cervicale. Cela signifie que les patients qui ont des difficultés à tourner la tête vers la gauche indiquent l'ATM gauche surchargée, ou la même chose avec les côtés droits. Sur cette diapositive, la valeur de la rotation à gauche est de 32 degrés, ce qui est inférieur à la norme physiologique. Cette diapositive montre deux coupes de tomographie à résonance magnétique d'un patient avec une ATM droite surchargée. Dans la partie droite, plusieurs disques cervicaux sont très proches du canal cervical. Ils semblent y être enfoncés. Je vous propose de lire cet article qui est très intéressant, puisque cet article montre un changement de l'occlusion après la manipulation avec le cou. Pendant le traitement de la dysfonction de l'ATM, nous pouvons utiliser des plateformes spéciales de stabilo-métrie pour observer les changements dans la capacité du patient à maintenir l'équilibre en position debout. La photo montre une situation idéale de réparation de la charge entre les pieds droit et gauche et une position idéale du centre de gravité du patient. Les parties supérieures de ce diapositive présentent différents angles lors des mouvements latéraux de la mandibule d'un patient atteint de TMD. Il y a deux rapports tirés de la stabilométrie qui montrent la différence de position du centre de gravité du patient. Sur le côté gauche, compression pendant l'occlusion instable.
sur la côté droite, compression sur la gouttière. Ayant une telle combinaison de troubles, les patients peuvent souvent se demander pourquoi, comment et quand ils ont eu de tels problèmes. Les demandes de ce patient nous ont amenés à rechercher des signes de TMD chez les enfants. La dispositive suivante montre un jeune patient présentant une asymétrie dans l'activité des muscles masticateurs alors que leur exposition est maximale. Les changements dans le centre de gravité du patient sont visibles après avoir ajusté la position de la mandibule. Après avoir reçu les informations, nous avons conclu que le signe de TMD peut apparaître dans l'enfance. Ce fait est prouvé par la session américaine, American Academy of Pediatric Dentistry. Ils peuvent être liés à d'autres perturbations dans tout le corps. Par conséquent, une détection précoce et des mesures préventives, ainsi qu'une thérapie mieux fonctionnelle, sont nécessaires à un âge précoce. Pour évaluer la biomécanique de la colonne cervicale lors de la déglutition, nous avons mené une recherche. 36 personnes atteintes de malocclusion classe 2 ont été testées. Nous avons décidé de diviser ces patients en deux groupes selon l'âge et de vérifier la présence de signes symptomatiques communs. Le premier groupe était composé d'enfants âgés de 5 à 13 ans. Le deuxième groupe était composé d'adultes présentant des signes de dysfonctionnement de l'articulation temporomandibulaire. L'évaluation de mouvement lors des déglutitions sur équipement de Zebris a été réalisée pour la première fois. Il existe des publications sur l'évaluation du mouvement de la tête et de la colonne vertébrale lors de la déglutition, mais ces études sont associées à un risque élevé d'exposition aux radiations pour le patient. On a demandé au patient assis de prendre une position neutre et de prendre une gorgée d'eau. Les résultats de mouvement dans 3 directions différentes ont été enregistrés et traités. Cette diapositive montre les rapports de recherche et je voudrais vous l'expliquer. Lorsque nous voyons des écrans négatifs le long de l'axe 1, cela indique une antiflexie, inclinaison de la tête en avant. Perturbation positive, rétroflexie, inclinaison de la tête vers l'arrière. Lorsque nous voyons des écrans positifs le long de l'axe 2, cela indique une rotation à droite. Négatif, rotation à gauche. Les perturbations le long de l'axe 3 correspondent à une inclinaison de la tête vers la droite ou la gauche. Maintenant, regardons à nouveau les rapports de la déglutition. Les côtés gauche de la diapositive représentent le rapport d'un garçon de 10 ans. Nous voyons que pour prendre une gorgée, il doit rejeter sa tête en arrière de 10 degrés et la tourner légèrement. Nous avons décidé de vérifier si ce mouvement provoque des troubles de la colonne cervicale et après la description du radiologue, nous en avons reçu la confirmation. Je voudrais attirer votre attention sur le rapport sur la déglutition d'une jeune fille âgée de 26 ans
que vous voyez ici à droite, nous constatons des mouvements similaires. Je voudrais également noter qu'à la suite de l'expérience, des mouvements la longue de l'axe 2 ont été détectés. Ils correspondent à une rotation. Ainsi, la question se pose de savoir si les dysfonctions de la déglutition peuvent entraîner une surcharge de la colonne cervicale et de l'articulation temporomandibulaire. Selon notre hypothèse, une implication excessive des muscles du cou dans l'acte de déglutition peut être associée à une faiblesse des muscles de la langue, à sa position incorrecte. L'implication du mouvement vers la rotation lors de la déglutition rend pertinent l'utilisation des dispositifs de correction myofonctionnelle pour la prévention de dysfonctionnement de l'ATA. À l'heure actuelle, le traitement de la dysfonction articulaire sans l'utilisation d'appareils myofonctionnels ne semble pas prometteur compte tenu de la probabilité de divers types de récidives. Et maintenant, je voudrais vous faire voir quelques exemples d'utilisation d'appareils myofonctionnels. Cette fille de 4 ans a la position anormale de la canine supérieure droite à cause de la mauvaise habitude de se mordre la lèvre à droite. Ici, nous voyons le résultat après 1 an et demi d'utilisation de l'appareil myofonctionnel. On voit que l'occlusion est devenue normale. Ici, il s'agit d'un adolescent de 13 ans avec une position anormale des incisives. Après 1 an d'utilisation d'appareils myofonctionnels, la situation s'est améliorée. Dans la partie supérieure de le dispositif, vous voyez comment la position de la mâchoire supérieure d'un patient de 5 ans a changé. On peut voir que la mâchoire supérieure non seulement s'est élargie, mais a également commencé à occuper une position plus avancée. Ceci est crucial pour la prévention du dysfonctionnement de l'ATA. Selon un célèbre médecin anglais, John Mew, ceci est également important pour l'apparence. Merci beaucoup pour votre attention. C'est tout. Oui, merci beaucoup, professeur Minaev, pour cette présentation très intéressante qui a généré de nombreuses réactions sur notre chat et notamment différentes questions pour vous. Une des premières était: comment est-ce que l'on fait pour mesurer le fonctionnement des muscles de la langue et de la déglutition? Quel outil de mesure est utilisé? Pour ça, nous avons utilisé l'équipement de Zebris, je veux déjà dire, et puisque ces sociétés ont beaucoup d'équipements différents et vous pouvez enregistrer beaucoup de paramètres. Aussi, les paramètres des muscles masticateurs. Comme ça. Très bien. Une autre question, qu'est-ce qui vous a amené à chercher à quantifier ces dysfonctions? Quel est le raisonnement qui vous a permis d'arriver jusque-là? Donc, je pense que la question était pour évolution
la déglutition ou quelque autre. Voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler sur le fait de mesurer précisément ces dysfonctions-là? Pourquoi est-ce que vous vous êtes dit que c'était un sujet qui méritait de chercher à le quantifier et à donner des chiffres dessus? Mhm. Donc, je pense qu'il vaut mieux si vous me dites ça en anglais, s'il vous plaît. Okay, sorry. What gave you the will and what showed you that there was a need to develop a tool to be able to actually have something that will give a clear number about the dysfunction and that will quantify the dysfunctions instead of just saying there is a dysfunctions or there is none? Dysfunctions of what? Of TMJ? Yeah. Okay. So, actuellement, il y a beaucoup de différents équipements pour mesurer l'articulation temporomandibulaire. Et nous avons utilisé beaucoup. Et après vous finirez quelques examens avec patients. Vous avez obtenu figure au rapport et vous pouvez vérifier la situation à la fin et premièrement, par exemple. Donc, si le patient décide visiter votre bureau et vous demande pour check your function with TMJ, you can actually measure first, and you've got a lot of parameters of how does the TMJ work. And I already shown in my presentation that the most important parameter is distance of TMJ while maximum opening. So, for example, if you ask your patient, open your mouth widely, and you are able to see the difference in left TMJ and right TMJ. So, it's actually... C'est la distance voilà, dans les TMJ entre les deux mandibules qui peut être évaluée à droite et à gauche et qui permet ensuite de bien quantifier cette évolution des TMJ. Je crois que merci beaucoup pour ces choses. Je crois que cette société, c'est à la fois des thérapeutes et un peu des chercheurs. Et justement, c'est ce mixte. Traiter, c'est une chose. Quantifier et prouver, c'en est une autre. Chacun a un petit peu ses préférences, mais je veux dire, je trouve formidable qu'on puisse nous donner aussi un certain nombre d'éléments objectifs pour quantifier des modifications et le résultat des traitements qu'on peut effectuer sur les jeunes enfants. Donc, merci Sergueï de ces éléments qu'on pourra utiliser, peut-être pas chez les très jeunes enfants, mais qui sont quand même des éléments qui nous permettent d'évoluer et de communiquer mieux.